docteur Henri Delolis-Fagnin, je suis responsable médical du SAMU 86, également coporteur du projet SAS 86. Et donc, je suis très content de parler de ce sujet-là aujourd'hui avec vous. La prise en charge des personnes âgées dès la phase préhospitalière, c'est un vrai sujet qui n'est pas franchement illustré et travaillé dans nos études, dans nos formations. Alors le constat et le contexte, il a été évoqué sur la présentation juste avant. On est sur une population fragile, polypathologique, qui consomme beaucoup de temps au niveau des structures d'urgence, qui de toute façon pose un véritable problème à la fois sur la prise en charge de qualité, l'aval, l'illustration effectivement et les problématiques de patients brancards dans ce contexte de population de plus en plus vieillissante, c'est un vrai souci. Et on se doit donc de réfléchir à des organisations différentes. Sur ce constat-là, indirectement, l'impact sur les appels au niveau du centre 15 vont être forcément augmentés à cause de plusieurs facteurs. On l'a cité, le vieillissement de la population en premier lieu, mais surtout un changement d'approche dans la prise en charge de nos aînés par les familles qui abordent pas du tout les choses de la même manière en ce qui concerne la continuité des soins, que les situations d'isolement des personnes âgées sont de plus en plus fréquentes sur nos territoires, notamment dans les départements à forte ruralité. Et donc on a ces difficultés-là de plus en plus prégnantes et des sollicitations sur le 15, sur des problématiques maintenant qui deviennent courantes, avec un mot en particulier sur les établissements de type EHPAD où l'accès aux soins et surtout la permanence de soins dans ces établissements devient de plus en plus compliqué. Il n'est pas rare, et j'en appelle aux professionnels qui sont concernés pour témoigner également, qu'on soit sollicité en pleine journée, alors même que des médecins coordonnateurs, traitants, pourraient être sollicités pour résoudre les problèmes. Donc il y a un vrai problème de prise en charge médicale, d'accès aux soins, ce qui font qu'on arrive sur des situations un petit peu ubuesques au niveau du SAMU à gérer. Alors, cette diapo fait sourire beaucoup, mais je la ressors souvent parce que finalement, de tous mes enseignements sur la médecine générale, dont je suis issu avant la médecine d'urgence, on est sur une problématique vraiment spécifique sur la personne âgée qui doit tenir compte non pas uniquement des pathologies d'organes, mais essentiellement les difficultés environnementales sur des situations qu'il faut prendre en compte. La pathologie en elle-même, en soi, doit s'intégrer dans un contexte, et c'est ce qui, indiscutablement, au niveau du centre 15, va prendre du temps dans les choix. Il y a plusieurs difficultés pour prendre la bonne décision. Effectivement, c'est notre objectif au niveau du 15, c'est de prendre la bonne décision. Et pour ça, je vous propose 2 axes de réflexion en termes d'organisation au niveau du centre 15 pour améliorer la qualité de cette décision. Il y a 2 approches possibles. La première, c'est de mieux évaluer les situations d'urgence ou supposées comme telles, et puis ainsi de mieux optimiser les ressources dès l'appel au niveau du centre 15. Donc là, on aura une première partie où je vais vous faire un tableau rapide, puisqu'on a que 10 minutes de présentation, mais sur les grands sujets qui permettent aujourd'hui de changer sa vision des situations, et puis ainsi améliorer la qualité de la réponse. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, et c'est la grande nouveauté, on insistera peut-être un petit peu plus là-dessus, on discutera, c'est la construction d'une filière spécifique de soins dans l'axe de la prise en charge de ces personnes âgées, cette population bien particulière. Alors on parle de filière gériatrique, je ne sais pas si c'est véritablement le bon terme qu'on pourrait utiliser, toujours est-il que mobiliser, solliciter des acteurs qui aujourd'hui sont pourtant sur le terrain tous les jours, mais ne sont pas sollicités par le SAS et le Centre 15, c'est le deuxième point qu'on va discuter. Alors, un tout petit mot quand même sur la révolution du numérique. Je pense que c'est important de rappeler que depuis maintenant quelques années, et les évolutions sont extrêmement rapides, croissantes sur ce sujet, on a un impact fort sur l'intérêt du partage des données, que ce soit les constantes vitales, que ce soit le fameux DLU, un dossier de liaison urgence, vous savez,
les 15 pages qu'on reçoit dans les services d'urgence à chaque patient. Voilà. Aujourd'hui, on a des outils numériques qui nous permettent ce partage de données. Il y a un interfaçage possible entre toutes les données dans les EHPAD qui peut être transmis en temps réel au niveau du SAMU. Et on a vu sur des études que ça diminuait déjà, rien que ce fait-là, je ne parle même pas de la visorégulation, que ça nous permettait de diminuer dans 25% des cas les taux d'hospitalisation aux urgences. Vous associez à ce système-là la généralisation massive, une mesure 6 du pacte de refondation des urgences, de la visorégulation au niveau du centre 15, on a indiscutablement une meilleure évaluation de la situation, une diminution très nette du surtriage, avec forcément une décision qui se voudra plus sûre, mieux évaluée, et puis donnant, parce que en fait, la visorégulation et le partage des données, c'est quelque chose qui va permettre de rassurer à la fois le régulateur, mais également les gens sur place qui ne sont pas forcément formés et compétents pour expliquer ce qui se passe dans les structures. Et puis, bon, il y a un vrai sujet, le serpent de mer, l'accès global au DMP, aux directives anticipées. Là-dessus, on a fait des progrès, mais c'est très dépendant, tout ça, des dynamiques locales. Il faut des porteurs de projets, il faut une animation territoriale, il faut de la communication vers tous ces acteurs pour que ce type de dispositif, que les gens soient convaincus d'une chose, d'une part, mais surtout qu'il y ait une structure pérenne dans le temps. Donc, une fois qu'on a mieux évalué la situation en voyant directement les patients, en ayant un meilleur accès à ces informations, derrière, comment est-ce qu'on peut réfléchir sur les filières et les organisations? Alors, bien évidemment, il y a un rôle majeur qui va être le SAS dans ce dispositif, qui va nous permettre de lever des dispositifs bien spécifiques et réfléchir. Moi, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est quand même d'être sensible au fait suivant qu'il faut déjà faire une évaluation de l'existant. Parce qu'on a déjà tous dans nos établissements des références sur des organisations qui sont en place. On a parlé des EMOG, des équipes mobiles paramédicales, les équipes d'HAD, les équipes de soins palliatifs. Il y a des réseaux gériatriques qui sont déjà parfaitement bien organisés au sein des établissements. Et là, je vous illustre ce qui me concerne au niveau du CHU de Poitiers. On avait une mobilité des équipes gériatriques dans le cadre du Covid, où ils sont intervenus en préhospitalier dans bien nombre de situations, avec des hospitalisations évitées. Alors, ces ressources-là, ces organisations-là, le SAS n'a certainement pas vocation à bousculer tout ce système qui est en place, mais l'enjeu, qui est vraiment de la coordination, va être de voir comment on va pouvoir agréger et s'insérer dans ces réseaux qui sont déjà en place. Alors, sur l'aval, sur la gestion des places hospitalières et tout ça, il faut savoir que sur la cité gériatrique du CHU de Poitiers, on a la chance d'avoir 86 lits de MCO sur 900 que compte l'institution, ce qui est énorme, 136 lits de SSR. On a quotidiennement 2 places journalières qui sont constamment consacrées à l'admission directe des patients sur un profil gériatrique polypathologique, sollicité soit par les médecins traitants directement, soit par le centre 15 via la filière dédiée. Et on a une évaluation permanente et un respect des lits dédiés urgence dans le cadre du besoin minimum journalier en lit, qui est effectivement efficient sur notre territoire. Compléter tout ça par une unité tampon d'hospitalisation post-urgence, ce qui nous permet ainsi de diminuer au maximum les fameux patients brancards dont on sait cette population très sensible à la mortalité quand on a les conséquences d'un passage prolongé au niveau des services d'urgence. Donc, c'est plein de systèmes qu'il faut bouger, il faut maintenir cet aval-là, et l'enjeu de coordination, il est là, c'est qu'aujourd'hui, en régulation, et on a vu que ces appels étaient extrêmement chronophages, on n'a pas le temps, clairement, de consacrer au niveau de la régulation médicale du temps à cette coordination-là et ces points d'entrée dans les filières. Donc il faut le déléguer. Il faut le déléguer à différentes personnes. Et avant que je termine ma présentation par un petit point spécifique sur le PTA, sur l'intérêt du DAC PTA, je voudrais insister sur le rôle dès le préhospitalier et à la main et à la mobilisation possible du SAS,
des infirmiers libéraux sur le territoire, du rôle des SIAD, qui ont à mon avis un enjeu majeur et un rôle majeur dans un certain nombre de situations d'urgence pour éviter les passages aux urgences. On n'a pas le temps de le développer ici, mais c'est un vrai sujet avec des cas bien précis où ils peuvent intervenir en amont. Et puis, le positionnement du DAC-PTA en régulation, des coordinatrices en régulation, ça a été évoqué sur la fin de la présentation. Il y a une vraie spécificité, en fait, au DAC qui va bien plus loin que le réseau gériatrique, comme on l'entend, avec des coordinatrices de réseau. L'intérêt du DAC, c'est qu'il y a une connaissance parfaite de tout le maillage territorial, de toutes les structures, supports, et de tous les professionnels de santé qui gravitent autour du patient. Et c'est ça la grosse nouveauté dans le cadre du SAS, c'est que dans bien des situations, on va essayer maintenant de ne pas prendre une décision forcément à un instant T, mais de réfléchir à du suivi complémentaire, une situation qui ne nécessite pas en première intention une hospitalisation. Par contre, il y aura du suivi qui va être mis en place, et c'est ça qu'il faudra absolument réussir à mobiliser et coordonner. Et donc, on est maintenant, quotidiennement, notre rôle en tant que régulateur, c'est d'identifier ces situations-là. Donc on est en dehors de l'aigu, mais c'est des prises en charge qui, de toute façon, vont perturber le fonctionnement des urgences, où il n'y aura pas un bénéfice, une plus-value nette. Et ce relais-là vont assurer les coordonnateurs du DAC, avec un rôle majeur en termes de prévention et d'éducation à la santé, puisque au-delà du rôle qu'ils vont avoir sur les hébergements d'urgence, la gestion des HTU, ils vont avoir un rôle de suivi et de requêtage. Toutes les personnes qui chutent à domicile au niveau du SAMU 86 sont de toute façon rappelées le lendemain par les coordonnateurs du DAC pour, en premier lieu, informer le médecin traitant, qui n'est jamais au courant que son patient chute, pour informer les infirmières qui s'occupent des patients, les kinés, toutes les professionnels finalement qui gravitent autour du patient qui ne sont pas au courant de tout ça, afin d'anticiper et de faire mieux en termes de prévention, d'éviter peut-être l'école du fémur. Sur l'activité du DAC dans la Vienne, 156 dossiers pris en charge par le DAC au niveau du SAS 86, c'est 156 hospitalisations évitées. Voilà. En conclusion, puisque sur une présentation, il faut faire gaffe, maintenant, il faut s'assurer que l'intelligence artificielle n'est pas de meilleures solutions. Et je suis rassuré de voir que c'est à peu près, en gros, les mêmes choses qu'ils proposent en termes d'évolution et de suivi. Ils insistent bien sur la place de la télémédecine et des nouvelles technologies. Ce que je n'ai pas signalé qui précise, c'est qu'il faut mieux former les gens au SAMU, à la prise en charge des personnes âgées, dont acte. Je vous remercie.